La capsule, on va regarder les derniers concepts, là. Donc, le premier concept très important ici, c'est le concept d'unité motrice. Donc, une unité motrice, il y en a différents types, on verra tantôt, mais premièrement, la définition, elle est écrite ici, dans le fond, sous forme de résumé. C'est un neurone moteur avec un myocyte, ou un groupe de myocytes. Donc, si je dessine un neurone moteur ici, ce que vous ne savez pas, c'est qu'un nerf moteur qui contrôle un muscle quelconque, d'un bras, d'une jambe, peu importe, ben, il ne contrôle pas tout le muscle nécessairement. Il peut avoir différents embranchements, donc différentes ramifications, qui vont contrôler un certain groupe de myocytes ou de cellules musculaires. Et une unité motrice, c'est justement le neurone moteur qui contrôle un certain nombre de myocytes du muscle. Donc, il ne faut pas penser que, exemple, si j'ai 1000, je donne des chiffres qui n'ont pas rapport, là, mais mettons, j'ai 1000 cellules musculaires, qu'un neurone contrôle les 1000 cellules musculaires. Il y a un neurone moteur avec certains embranchements qui va contrôler 20 cellules musculaires. L'autre à côté qui peut contrôler 150, 500, 600, ça va varier, mais l'idée, c'est qu'ils vont contrôler un petit nombre ou un plus grand nombre de myocytes, mais pas tous les myocytes d'un coup. Et c'est ça une unité motrice. Exemple, le neurone moteur ici, avec la terminaison comme ça, ben, pourrait contrôler ce groupe de myocytes-là. Donc, ça c'est une chose. L'autre terminaison ici pourrait contrôler les myocytes ici. Je pourrais avoir un autre neurone moteur qui contrôle un autre groupe de myocytes. Et dans ce cas-ci, l'unité motrice, ben, c'est ça ici. C'est la partie du neurone moteur ici et le groupe de myocytes qu'elle contient, tout simplement. Donc, il y a évidemment une interaction, de la communication qui va se faire entre le neurone moteur et les myocytes. Une façon plus élégante de montrer ça. Et là, vous faites attention ici parce que, en fait, je vais revenir à mon dessin, ça va être plus simple. Là, j'ai le neurone moteur numéro 1, puis je fais le neurone moteur numéro 2. Alors, le neurone moteur numéro 2 peut contrôler d'autres myocytes, comme ça ici. Donc, dans ce cas-ci, puis même là, je vais simplifier parce que ça va amener une confusion sinon. Donc, pour expliquer le dessin des fois qui n'est pas trop clair sur la prochaine diapo, ce neurone moteur numéro 1 contrôle ici, exemple, beaucoup de cellules. Okay? Ça, c'est mon unité motrice numéro 1. Neurone moteur, l'ensemble des myocytes contrôlés. Ça, c'est une première unité motrice. À côté, pour le même muscle, c'est ça qu'il faut comprendre. Le contrôle d'un muscle se fait par plusieurs unités motrices. Pour le même muscle, j'ai un deuxième neurone qui contrôle moins de cellules ici. Donc, c'est une plus petite unité motrice, mais c'est une deuxième unité motrice. Donc, techniquement, l'unité motrice, c'est un neurone moteur et l'ensemble des myocytes qu'elle contrôle, tout simplement. Si je reviens au dessin ici, c'est là que pour moi, c'est pas clair. Donc, faites attention. On a dessiné en rouge et en bleu les cellules musculaires et les différentes unités motrices pour le même muscle. Donc, tous ces cellules musculaires en rouge ou en bleu, c'est un muscle. OK, mettons le biceps dans votre bras. Et là, ce que j'aime pas, c'est le bleu-rouge. Tout au long de votre manuel, on utilise souvent le bleu pour le sensitif, rouge pour le moteur, puis ça vous mélange. Il faut comprendre qu'ici, il y a des milliers et des milliers d'axones motrices qui sortent par la racine ventrale. Il y en a qui sont associés au système nerveux sympathique ou parasympathique, donc autonome, pour contrôler, exemple, certains organes. Là, ici, je suis dans le somatique, donc volontaire. Et là, on a dessiné deux, bleu, rouge. On pourrait en dessiner 20, des verts, des bleus, des rouges, 20 couleurs différentes. Ce qu'on veut vous montrer par le code de couleur ici, c'est que pour le même muscle, j'ai un neurone numéro 1, un neurone numéro 2 qui contrôle le même muscle. Contrairement à ce que vous pensiez jusqu'à date dans la session, probablement, parce qu'on simplifie toujours, même quand je fais le système nerveux, je vous dis, ben, le neurone moteur qui s'occupe du muscle, de la jambe ou du bras, là, vous avez l'impression qu'il y a juste un neurone. Mais en fait, c'est une multitude de neurones moteurs qui contrôlent le muscle. Puis plus le muscle est gros, plus que j'aurai besoin de neurones pour le contrôler. Et là, maintenant que je prends le neurone numéro 1 qui est bleu ici et le 2 qui est le rouge, ben, le bleu contrôle les cellules musculaires bleues, puis le rouge contrôle les cellules rouges. Mais l'ensemble des bleus et rouges forment un muscle. Donc, techniquement, j'ai deux unités motrices dans l'exemple ici. J'ai l'unité motrice numéro 1, donc neurone en bleu, qui contrôle les deux cellules musculaires en bleu. C'est une petite unité motrice qui fait qu'ici, on contrôle la contraction des deux cellules.
Et le neurone moteur rouge, donc la deuxième unité motrice, serait le neurone rouge et les 4 cellules rouges, myocytes rouges, qui sont contrôlées. Et les 2 neurones moteurs, donc l'ensemble des unités motrices, devra travailler ensemble pour faire contracter le muscle. Et l'unité motrice bleue est indépendante de la rouge. Donc, si je fais pour X raison, si je fais un effet nerveux dans le neurone bleu, dans le neurone moteur bleu, les 2 cellules musculaires bleues du muscle vont se contracter, mais le rouge ne fait pas d'influx, les 4 rouges ne fonctionnent pas. Donc, le muscle ne fonctionnera pas ici. Il faut que l'ensemble des unités motrices qui contrôlent un muscle travaillent en équipe. Donc, il faut qu'en même temps, j'ai des influx nerveux dans le neurone bleu et rouge pour contracter l'ensemble des cellules. OK? Donc, à droite ici, on vous montre justement une unité motrice de façon réelle, microscopique. On reconnaît les cellules musculaires striées avec les sarcomères. Et les boutons synaptiques d'un neurone quelconque. Donc ici, on voit les boutons comme ça. Ce qu'on voit ici, c'est la même chose, qui vont relâcher des neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholine, qui va stimuler la contraction des cellules musculaires. On verra plus tard comment tout ça va s'attacher, fonctionner, exemple avec le calcium, le complexe inhibiteur et tout. OK? Donc, dans le fond, c'est relativement simple. Une unité motrice, c'est simplement un neurone moteur qui contrôle un groupe de cellules musculaires. Où je veux que vous fassiez une distinction, c'est la taille et la fonction biologique selon la taille de l'unité motrice. Donc, dans votre corps, il y a des petites unités motrices, puis il y a des grosses unités motrices. Okay? Et ils ont un rôle différent. C'est toujours un neurone moteur qui contrôle un certain nombre de myocytes. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, une petite unité motrice? Bien, ton neurone moteur contrôle un petit nombre de myocytes, généralement en bas de 5. Donc, ce neurone moteur-là, qui contrôle 2, 3, 4, max 5 cellules musculaires, c'est une très petite unité motrice. Mais tu as parfois des grosses unités motrices, exemple au niveau de la jambe, le muscle de la cuisse, les 4 muscles qui forment le quadriceps, exemple, bien, le neurone moteur va contrôler un grand nombre de myocytes, donc des centaines, et, mettons, 200, 300 myocytes. Donc, le même neurone, quand il fait un influx nerveux puis il relâche son neurotransmetteur, il va stimuler la contraction immédiate de 200 cellules musculaires. Donc, l'impact est plus grand, entre guillemets, parce qu'on agit sur beaucoup de cellules. Alors que l'autre, la petite unité motrice, elle contrôle 3 cellules. Bien, quand elle fait un influx, il y a 3 cellules qui se contractent. Puis là, vous vous dites instinctivement, « Ouais, mais ça me sert à quoi, les petites unités motrices? Moi, il me semble, j'aime bien mieux les grosses. » Mais ça dépend, on a besoin des deux. Si tu veux développer de la puissance musculaire, c'est sûr que j'ai des grosses unités motrices. Exemple, le mouvement des jambes. Vous êtes un sprinteur, vous faites de la course, du soccer ou je ne sais pas trop quoi. Bien, vous avez besoin de grosses unités motrices parce que vous travaillez beaucoup avec les jambes. Les mouvements ne sont pas précis. On y réfléchit un petit peu. Votre cuisse, là, ou les mouvements de vos bras, bien, mettons la cuisse, les cuisses musclées qui développent beaucoup de puissance, vous êtes un bon ou une bonne coureur. Il y a de la puissance, là. Mais les mouvements, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre jambe? Bien, vous la pliez, vous l'étendez, tournez un peu à droite dans l'axe horaire ou anti-horaire, puis on a fait le tour pas mal. Vous ne pouvez pas faire beaucoup de gestes, puis pas bien précis. Votre cuisse ne permet pas des mouvements de précision comme avec vos doigts. Donc, dans ce cas-ci, c'est le rôle de la grosse unité motrice. Pas de précision, mais des mouvements puissants. Okay? Donc, quand j'ai besoin de puissance, c'est ce que je vais utiliser. Donc, il y a des muscles qui leur fonction, c'est de la puissance musculaire. Mais il y en a d'autres, puis j'aime beaucoup l'exemple de l'œil. Est-ce que vous avez besoin de puissance au niveau de vos yeux pour déplacer votre œil? Ben non, la puissance, elle ne sert à rien. Ça peut toujours être la même force. Je n'ai pas besoin de contracter avec plus de force pour un mouvement latéral vers la droite de mon œil, pour suivre un mouvement sur la droite, qu'il soit fort ou faible. En termes de puissance musculaire, ça ne change rien. Je veux par contre de la précision. Donc, c'est là que les petites unités motrices vont intervenir. Si vous lisez un texte, vous suivez un mouvement, un objet, ou peu importe, vous voulez pouvoir vous déplacer dans le plus grand nombre d'axes possible, en diagonale, au millimètre près, à droite, à gauche, en haut, en bas, mais très petit mouvement, le fin, pour pouvoir suivre avec le plus de précision possible le mouvement. Donc, il y a des muscles comme ça dans votre corps, entre autres les 6 muscles attachés à chacun de vos yeux, de votre globe oculaire, qui va permettre les mouvements fins. Alors là, c'est pas de contracter des centaines de cellules musculaires. On veut que chaque neurone contrôle quelques cellules musculaires
pour justement augmenter cette précision. Donc, c'est l'idée. Si vous avez besoin d'un mouvement précis, mais sans puissance, on utilise des petites unités motrices. Puis pour les grosses, bien évidemment, c'est pour de la puissance. Donc, dépendamment du type de muscle, évidemment, ça va varier. Alors ça, c'est une nuance qu'il faut faire, évidemment. Souvent, on va parler aussi de jonction neuromusculaire. Et là, il ne faut pas confondre avec le concept d'unité motrice. C'est complètement autre chose. Une jonction neuro, on décode le mot neuro, neurone, musculaire, musculaire. Donc, techniquement, pour moi, c'est une synapse entre un neurone moteur et une cellule musculaire. C'est un site de communication entre le neurone et le myocyte. Vous avez beaucoup étudié le modèle suivant quand on parlait de PPSE, PPSI dans certaines capsules sur le système nerveux, les événements dans les boutons terminaux. Donc, il y avait un neurone ici, exemple le neurone présynaptique, neurone A, qui agit sur le neurone B. Et là, la synapse ici permettait le relâchement de neurotransmetteurs qui stimulait l'ouverture de canaux ligands dépendants sur le neurone B. Ça, c'est ce que vous êtes censé connaître. Mais maintenant, c'est exactement la même histoire, mais regardez la différence. Le neurone B, je le fais disparaître et je remplace ça par un myocyte. Là, on ne parle plus de synapse, on parle de jonction neuromusculaire, mais c'est la même chose. C'est juste que la cellule est différente. Une cellule rectangulaire avec des fibrilles et tout ça, des myofibrilles et tout. Mais il va y avoir des canaux ligands dépendants aussi qui vont rouvrir avec des neurotransmetteurs. Donc, le neurone moteur, ici, il relâche des neurotransmetteurs, l'acétylcholine, exemple, mais au lieu d'agir sur un neurone, il agit sur une cellule musculaire. Donc, pour distinguer, on va dire neuromusculaire. Mais c'est la même logique. J'ai le bouton synaptique du neurone moteur. J'ai une fente synaptique qui est un espace avec du liquide interstitiel dans lequel on va relâcher les neurotransmetteurs. Et les neurotransmetteurs vont aller ouvrir des canaux ligands dépendants sur l'autre cellule. Donc, quand c'est un neurone, on parlait de dendrite, de corps cellulaire. Quand c'est une cellule musculaire, on va parler de plaque motrice. Mais c'est la même chose. C'est les mêmes trois éléments et tout. Les noms changent un peu, mais c'est la même logique. Ici, je vous montre ça en dessin. C'est très simple. Là. Donc, exemple, ici, j'ai un neurone moteur qui agit sur 3 myocytes, donc une petite unité motrice. Si je fais un agrandissement de l'encadré en noir et je regarde avec plus de détails, on remarque le bouton terminal ici du neurone moteur. Donc là, il faut bien comprendre qu'ici, c'est le neurone. Cellule nerveuse, j'ai l'influx nerveux qui arrive, et là, qu'est-ce que ça fait? C'est ce que vous avez déjà étudié, que vous avez peut-être oublié, mais on en reparlera à la prochaine capsule, mais rapidement, on se souvient qu'il y avait du calcium qui va entrer dans les canaux voltage dépendants, déplacement de la vésicule, relâchement du neurotransmetteur, qui serait de l'acétylcholine. Dans ce cas-ci, la plaque motrice, c'est quoi? C'est une région spécialisée de la membrane cellulaire, du sarcolème, du myocyte. Donc, regardez ici, j'ai la membrane cellulaire normale, et hop, ici, elle fait comme des espèces de plis, comme ça. La plaque motrice, c'est la région ici que je vais colorer, c'est tout ça ici. C'est la section de la membrane cellulaire, du sarcolème, qui va interagir avec les neurotransmetteurs. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que ce n'est pas le même genre de canaux qu'on va trouver sur la cellule musculaire. C'est des canaux ligands dépendants. Ailleurs sur la membrane, ça va être des vols dépendants. Donc, là, ce que je vais faire écrire dans les notes pour que ça soit clair, deux idées à peu près, 2-3 idées. Là. Donc, la plaque motrice que vous allez noter, c'est une région spécialisée de la membrane cellulaire. Et je vais plus loin que ça. En fait, c'est déjà écrit ici, mais je vais plus loin que ça. Vous allez noter ceci. C'est la région de la membrane cellulaire qui est sensible à l'action des neurotransmetteurs. J'expliquerai après. Donc, c'est la région de la membrane cellulaire, ou du sarcolème, c'est la même chose, qui est sensible à l'action des neurotransmetteurs. Le point suivant que vous allez noter, dans la plaque motrice, je vais l'écrire ici, dans la plaque motrice, on a une sorte de canaux, c'est les canaux. En fait, il peut y en avoir d'autres, mais les plus importants pour l'instant, c'est les canaux ligand dépendants au sodium. Na+. Donc, ligand dépendant, si vous vous souvenez, c'est les canaux qui vont ouvrir sous l'action d'un neurotransmetteur. Les vols dépendants vont ouvrir sous l'action d'un voltage électrique, d'un potentiel d'action. Donc,
si vous revenez à cette image-là, ce que vous constatez, c'est que les neurotransmetteurs qui vont être relâchés dans la fente ici peuvent interagir seulement avec les canaux de la plaque motrice, les canaux ligands dépendants. Il n'y aura pas d'action à l'extérieur de la plaque motrice. C'est autre chose qui se passe ici. Et ça, c'est bien important de le comprendre. Donc, dans d'autres mots, c'est que la plaque motrice, c'est vraiment la région de la membrane de la cellule musculaire qui va réagir au bouton synaptique du neurone moteur. Okay? C'est juste ça, en fait. Et une fois que vous avez compris ça, ben ça commence peut-être à se cristalliser un peu dans votre esprit. Hein? Là, en fait, ici, c'est peut-être pas clair. Regardez bien ce que je fais. La plaque motrice qui est ici, que j'encercle, cette petite section de la plaque motrice ici, je fais un agrandissement et je vous montre. Donc, ici, pour qu'on se situe, c'est le bouton synaptique du neurone moteur, donc la cellule nerveuse. On reconnaît les vésicules synaptiques, les neurotransmetteurs ici, qui sont l'acétylcholine. Hein, il y en a juste un, c'est toujours de l'acétylcholine pour les cellules musculaires squelettiques. Une partie du myocyte, donc des fois vous ne savez pas c'est quoi, ici c'est ma cellule musculaire, le myocyte. J'ai la jonction neuromusculaire, donc qui est quoi? Ben, j'ai la fente remplie de liquide dans laquelle je vais relâcher les neurotransmetteurs. J'ai le myocyte et une partie plus précise du myocyte qui est la plaque motrice, c'est important de retenir. Et j'ai le neurone, mais ce n'est pas le neurone au complet, c'est la fin du neurone, le bouton synaptique. Donc, vous avez les trois éléments ici. Donc, ça, c'est terminé. Mais là, je vais vous rajouter quelques idées. Comme ça, la capsule 3, vous allez quasiment tout savoir l'histoire. La prochaine capsule, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, en gros, ça comme un petit preview de la prochaine capsule. Je dessine ici un courant électrique qui s'appelle un influx nerveux. L'influx nerveux va générer plein de processus qu'on a déjà vus, que je ne reviens pas en détail, on le verra dans la prochaine capsule comme rappel, mais que vous êtes censé avoir étudié déjà dans la session avec le système nerveux. Mais en gros, peu importe, il y a du calcium qui va entrer, l'influx nerveux fait ouvrir des canaux voltage dépendant calcium rentre, blabla, déplacement des vésicules, peu importe. En bout de ligne, c'est que les neurotransmetteurs, l'acétylcholine va être relâché à l'extérieur du neurone moteur, à l'extérieur du bouton synaptique. Qu'est-ce qui fait l'acétylcholine? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait, cette molécule, ce neurotransmetteur? Ben, il se déplace dans la fente et va s'attacher, comme on voit ici, au canaux ligand dépendant sodium, Na+. Le sodium va faire quoi? Ben, aussitôt que le canal ouvre, le sodium va entrer à l'intérieur. Et s'il y a assez de sodium qui rentre, on va générer un premier potentiel d'action musculaire qui va se déplacer tout au long de la membrane. Quand je vais sortir de la plaque motrice, on va voir qu'il y a des canaux sodium voltage dépendants. On va faire rentrer d'autres sodium, on va créer d'autres potentiels d'action qui se déplacent. Et là, si vous voulez faire un lien avec le début de la capsule, je vous pose la question, on s'en va où après? Ben, on s'en va au niveau des citernes, en fait, du tubule T. Le déplacement du potentiel d'action se fait sur le tubule T. On ouvre les citernes. Le calcium sort de la citerne, déplace le complexe inhibiteur. Actine-myosine s'accroche. On fait une contraction. Je vous ai déjà quasiment vendu toute la capsule. Ça va être très facile, ou en tout cas pour cette partie-là. Et là, pour ceux que là, c'est pas trop clair ou que j'ai été trop loin, c'est pas grave. C'était pour vous aider pour la prochaine capsule, mais ce qui est vraiment important, donc si vous comprenez pas ce que je viens de dire, pas grave, on va voir ça en temps et lieu. Fait que vous pouvez oublier ça, on va reprendre ça tranquille. Mais ce que je vous demande avant de voir l'autre capsule, c'est ceci. Être capable de distinguer la définition de unité motrice, plaque motrice, puis jonction neuromusculaire. Ça, il faut que ça soit clair. Que vous commencez à comprendre que une jonction neuromusculaire, c'est la fin d'un neurone, le début de la cellule musculaire. L'interaction des neurotransmetteurs relâchés par le bouton synaptique du neurone va stimuler la plaque motrice. Donc, c'est une région spécialisée du myocyte qui réagit aux neurotransmetteurs. C'est juste ça, la plaque motrice. Aussitôt que je suis en dehors, le neurotransmetteur ne peut pas agir sur la membrane de la cellule musculaire. C'est donc une partie spéciale de la membrane. Et pourquoi c'est spécial? Ben, c'est parce qu'on a des canaux ligand dépendants. En d'autres mots, je ne l'ai pas dit de même, mais c'est peut-être plus clair comme ça. Les canaux ligand dépendants sur une cellule musculaire se retrouvent uniquement dans la plaque motrice.
Donc, le neurotransmetteur peut agir seulement dans la plaque motrice. Tout le reste, c'est des canaux voltage dépendants. Okay, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, voilà, ça conclut cette petite capsule. Alors, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous souhaite une bonne étude. Ne vous gênez pas pour les questions, comme toujours. Puis, bien évidemment, la prochaine capsule sera la dernière. On va terminer le système musculaire. L'objectif, je l'ai dit à maintes reprises, l'objectif, ça va être vraiment de comprendre tous les événements qui permet une contraction, mais aussi qu'est-ce qui va me permettre de revenir à la normale. Et on va parler aussi un peu de métabolisme, un peu de réaction chimique. Comment je fais pour produire de l'ATP? Il y a une façon que vous connaissez déjà avec la respiration cellulaire, mais on va voir qu'au niveau musculaire, on a d'autres façons de faire. Et donc, puis il y a quelques nouveaux concepts qu'on verra aussi. Et donc, tout ça sera présenté dans la prochaine capsule. Puis ça sera la dernière, en fait, pour la séquence 8, pour le système musculaire. Alors, je vous souhaite une très belle étude et on se revoit dans la prochaine capsule.